Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je vous rappelle que cette téléconférence est enregistrée. À ce stade, les participants sont en mode écoute. Si vous avez besoin d'aide pendant l'appel, veuillez appuyer sur étoile 0. Sur l'Internet, si vous avez besoin d'aide, veuillez vous servir de la boîte de dialogue affichée à l'écran. Je cède la parole à votre animatrice, Jennifer Verma. Allez-y. Bonjour et bienvenue à ce deuxième webinaire qui fait partie d'une série que nous organisons dans le cadre du défi Innovation Priorité Santé. Nous souhaitons reconnaître que nous sommes sur un territoire habité par les peuples autochtones depuis le début, en particulier que nous diffusons ce webinaire à partir d'Ottawa, un territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine. Nous reconnaissons et apprécions profondément leur lien historique avec cet endroit et l'occasion de nous y réunir aujourd'hui. Je suis Jen Thornhill Verma, directrice principale ici à la FCISS, et je suis accompagnée de mes collègues Megan Sieben, directrice de programme, ainsi que de nouvelles collègues que vous ne voyez pas affichées à l'écran. Et nous avons des invités qui nous proviennent de l'Observatoire nord-américain des systèmes et des politiques de santé, Ali Peckham et Madeleine King, car à la suite de la rétroaction que nous avons reçue au mois de juin, nous avons compris que leurs propos vous intéressaient vivement. Nous entendrons également parler de nos équipes, ainsi que notre directrice principale, Carol Fancott. Aujourd'hui, c'est la journée de la sécurité des patients. 134 millions d'événements indésirables se produisent annuellement à 2,6 millions de patients. Alors, ce sur quoi on se concentre ici, c'est l'amélioration des services de santé. Cela a certainement un impact sur la sécurité. Si vous n'avez pas accès aux services dont vous avez besoin, si vous n'intervenez pas suffisamment rapidement, cela peut donner de très mauvais résultats. Alors, si ce n'est déjà fait, je vois que Caroline et Ali ont déjà eu une excellente conversation entre elles. Si on avait su que vous étiez de l'autre côté de la rivière, on vous aurait invité d'ailleurs. Alors, je vous demande de nous dire si vous participez au défi, si vous êtes ici pour obtenir des renseignements, si vous avez des questions. Je parlerai un peu plus du défi dans un instant, mais le défi Priorité Santé se centre surtout sur l'accès en matière de santé mentale, mais aussi de soins communautaires et à domicile. Alors, dites-nous lequel de ces domaines vous intéresse ou alors les deux. L'appel d'aujourd'hui est disponible en anglais et en français par l'intermédiaire d'interprétation simultanée. Si vous entendez actuellement l'anglais et que vous préférez entendre et visionner la communication en français, dites-le nous dans la boîte de dialogue. Nos productrices vous aideront. À tout moment, si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer dans la boîte de dialogue en anglais ou en français. Et nous y viendrons au fur et à mesure. Si nous ne parvenions pas à y répondre, nous le ferions par la suite. Pour les objectifs d'aujourd'hui, nous voulons vous donner un aperçu très rapide des équipes participantes actuelles. En date d'aujourd'hui, nous avons 11 équipes participantes. Alors, cet aperçu-ci ne compte que 10 équipes, mais nous avons une nouvelle équipe qui s'est jointe à nous. Nous allons aussi examiner les populations et les indicateurs sur lesquels ces équipes se concentrent. Nous entendrons le point de vue de l'Observatoire nord-américain sur les systèmes et les politiques de santé. Nous avons commencé cette conversation lors du dernier webinaire pour les soins de proximité. Et d'ailleurs, nous avons nos invités qui nous en parleront. Nous allons faire un récapitulatif de la toute dernière possibilité de récompense dans le cadre du défi. Alors, nous avons demandé à quelques équipes de nous parler de leur projet pour obtenir cette bourse. Et enfin, nous terminerons avec Carol Fancott qui nous parlera des environnements propices à la participation. À quoi cela ressemble-t-il dans le concret? Alors, en guise de rappel rapide, et pour ceux d'entre vous qui vous joignez pour la première fois à nous, dites-nous qui vous êtes. Alors, le défi Innovation Priorité Santé identifie et développe des innovations prometteuses dans deux priorités communes que j'évoquais. Il y a plus de 400 000 $ en bourse disponible. Ça, c'est en plus des possibilités de réseautage et d'apprentissage entre nous. Or, il y a quand même de l'argent à aller chercher qui vise à reconnaître des progrès mesurables par rapport à 12 indicateurs, 6 pour la santé mentale et la lutte contre les dépendances et 6 pour les soins à domicile et en milieu communautaire.
Et il peut s'agir de patients ou de proches aidants qui sont ciblés. Le défi est également soutenu par une coalition de 19 organismes de soins de santé qui, je crois, pour certains, sont en ligne. Oui, 8 sont en ligne. BSN, Healthcare Can, l'Association du Nouveau-Brunswick des foyers de soins personnels, parmi d'autres. Formidable. Alors, on est très content de vous accueillir. Vous faites partie de coalitions dans certains cas et dans d'autres cas non, donc que vous soyez ici en groupe ou individuellement, bienvenue. Alors, nous savons qu'il existe des zones d'innovation dans ces domaines et nous espérons remplir cette carte. Nous avons une représentation surtout dans le sud de l'Ontario. Nous ajoutons une équipe de Montréal qui s'est jointe au groupe hier. Nous avons le Manitoba, la Colombie-Britannique, l'Alberta, mais nous aimerions remplir cette carte. Alors, parlez-en à vos amis. Alors, nous voulons vous parler aussi de la dernière possibilité de récompense financière en lice et sur la manière de vous inscrire, et ce jusqu'en octobre 2020. Alors, beaucoup de temps pour participer. Alors, ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'est de commencer par vous parler des indicateurs sur lesquels se concentre chacune des équipes. Alors, comme vous voyez, c'est un aperçu ici de ces domaines importants. Il y a 5 domaines auxquels travaillent les équipes. D'ailleurs, l'équipe qui s'est jointe à nous hier du CUSUM se concentre sur le décès à domicile et non à l'hôpital. Alors, ces indicateurs sur lesquels se concentrent les équipes. Et en vert, vous avez un indicateur primaire sur lequel une équipe rencontre. En bleu, c'est ce qui intéresse une équipe. Par exemple, la détresse chez les proches aidants, mais on va surtout rendre compte de ce que vous voyez en vert, mais on va quand même tirer des sons de ce que vous voyez en bleu aussi. Alors, maintenant, si on se concentre sur les soins à domicile et communautaires, on voulait se concentrer sur la population de patients qui vous intéresse. Alors, quelques équipes de l'Ontario et de l'Alberta examinent l'ensemble de ces questions. En Ontario, on se concentre plus précisément sur les personnes à risque de MPOC. On sait que la MPOC est une raison importante d'hospitalisation, de visite à l'hôpital. Donc, il est important d'aider ces gens à rester à domicile le plus possible, ainsi que les aînés confinés à domicile. D'ailleurs, le CUSUM, une nouvelle équipe, se concentre sur la possibilité de permettre aux patients qui ont un cancer du poumon en 4e stade, qui seraient propices à un cheminement de décès à domicile. Ensuite, lorsqu'il est question de santé mentale et de toxicomanie, nous avons une grande variété. Le territoire peut être très vaste, toute une province, tout un organisme. Certains se concentrent sur la jeunesse, et certains de ces indicateurs se concentrent sur la jeunesse, l'adolescence, mais il y a aussi des adultes, des personnes âgées, et divers endroits du système et diverses maladies, même dépression, angoisse dans un des domaines. Dans d'autres cas, une équipe se concentre sur les services communautaires par opposition aux hospitaliers. Donc, nous travaillons avec vous à des résumés que l'on pourrait partager concernant les travaux de chacune des équipes, afin que l'on puisse mieux comprendre les problèmes, mais également les interventions. 2 équipes, un peu plus tard, de l'Alberta. Enfin, nous avons choisi 2 équipes de l'Ontario pour nous donner un aperçu de ce qu'elles font. Alors, CBI Health, qui est un des plus grands prestataires de soins communautaires au Canada, qui offre toute une série de services, dont des services de réadaptation, a élaboré ce qu'on appelle le programme en 3 étapes, qui tient compte d'un aiguillage, d'un auto-aiguillage, mais aussi d'une autogestion et aussi des soins palliatifs, surtout pour le Airlis du Sud-Ouest et même le Airlis Erie-Saint-Clair. Alors, dans le cas des services de santé mentale et toxicomanie,
Il s'agit de réagir à la crise actuelle en offrant des soutiens davantage communautaires. Alors, ces deux cas visent à offrir des services soit à des prestataires ou alors à des patients dans des milieux communautaires, de sorte que l'on ait un soutien continu et non pas seulement ponctuel et initial. Sur ce, nous allons céder la parole à Ali et Madeleine. Lors de notre dernier webinaire, nous avons une excellente rétroaction par rapport à cette partie du webinaire. C'est pourquoi nous allons continuer à nous concentrer sur les soins à domicile et à proximité. Bonjour, très heureuse d'avoir la possibilité de prendre la parole. Je suis Ali Peckham, agente de recherche principale à l'Observatoire, et moi je suis Madeleine King, adjointe de recherche, et je termine ma maîtrise en système de santé de mon côté. Alors aujourd'hui, nous voulions rapidement vous parler de ce que ressemblent les soins de proximité, notre conception de ces soins, et ensuite, rapidement, nous parlerons des 7 caractéristiques des services de santé à domicile et communautaire. Et ensuite, nous aborderons 2 exemples auxquels on tâche d'appliquer ce cadre. Alors, nous avons fait un examen rapide pour la FCSS. On connaît l'importance d'offrir des soins près du domicile. Or, il y a des éléments de conception qui souvent manquent à l'appel si on veut bien répondre aux besoins de la population canadienne et du système. La FCSS nous a demandé de faire un examen rapide de la littérature scientifique pour voir s'il y avait des éléments clés qui pouvaient être associés à la réussite. Et tandis qu'on parlait de réussite et d'offrir des soins plus près du domicile, on a pensé à la capacité aux admissions inutiles, à la diminution des réadmissions, à l'endiguement des coûts, à la satisfaction par rapport aux soins et au travail, et aussi à l'expérience. Voici ce qui se trouve à présent sur notre site Web. Alors, sur notre site Web, vous allez trouver ces renseignements sous examen rapide. Et nous avons 2 autres examens rapides qui seront sans doute affichés dans le mois à venir environ. Un qui concerne l'utilisation de la technologie, surtout dans les régions plus rurales, qui a été commandé par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, et un autre sur le renforcement des soins à domicile et communautaires pour les populations en communauté rurale qui, dans ce cas, a été commandé par le gouvernement du Yukon. Alors, que signifie soins de proximité? Eh bien, on sait que les soins de proximité sont le cas de figure idéal. Cependant, leur conception varie beaucoup. Alors, dans notre cas, il s'agit de comprendre que c'est un changement par rapport au modèle conventionnel qui se concentre sur un organe, un édifice, un prestataire, plutôt, et donc plutôt changer ce modèle pour se concentrer sur une approche beaucoup plus globale de la personne dans son ensemble. Alors historiquement, il y a eu beaucoup de variations sur le plan des soins prodigués dans divers endroits du pays. Les questions d'accès et d'équité sont problématiques, mais permettent aussi l'innovation. On voit beaucoup d'innovation, mais celle-ci n'est pas toujours mise à l'échelle. Mais il se produit des choses formidables partout. Alors nous constatons divers moyens d'utiliser la technologie, surtout pour l'utilisation dans les régions rurales. Le financement également change. Nous avons des possibilités de financer à la fois les soins sociaux, les soins de santé et les services sociaux. On a des plateformes ou des carrefours à présent qui sont créés en plus d'une grande interdisciplinarité qui permet de mieux s'occuper des patients. Je cède la parole à Madeleine à présent qui a
vivement contribué à l'élaboration de 7 caractéristiques des programmes très performants. Madeleine King. Merci, Ali. Eh bien, dans le cadre de cet examen rapide, on a examiné 7 facteurs associés au programme à rendement élevé qui permettent d'offrir des soins de proximité. Ils sont présentés ici sur cette diapositive. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais je vais quand même en aborder quelques-uns. Par exemple, le facteur 3, des interventions qui offrent une gamme d'options quant au programme et aux méthodes de prestation de services et qui doivent contenir un soutien social, par exemple le transport à des activités de groupe, ou des incitatifs pour les patients qui participent à des programmes, ainsi que l'aide à l'autogestion, comme la sensibilisation, c'est la seule, ou le renseignement par rapport aux ressources disponibles. Un autre exemple concerne le facteur 5, des interventions fondées sur des lignes directrices et des protocoles cliniques normalisés qui doivent permettre une coordination des soins, une meilleure transition et aussi éclairer les décisions prises par les prestataires de soins. La prochaine étape de ce travail vise à appliquer le cadre au modèle de soins existant. Il s'agit ici de cerner les programmes à rendement élevé et de déterminer les points forts et les points faibles afin d'améliorer les modèles existants. Pour ce faire, nous avons examiné chacun des facteurs et nous l'avons appliqué à l'aide d'un exemple de ce qu'est un programme à faible, moyen et rendement élevé. Alors, le facteur 1, intervention qui dure dans le temps, avec des visites fréquentes de prestataires de soins connus. Alors, pour le facteur 1, on a décidé qu'un programme qui serait à rendement élevé soit des interventions qui n'ont pas de date de fin. Les membres de l'équipe de soins sont toujours les mêmes et les visites des prestataires de soins sont fréquentes. De l'autre côté du continuum, un faible programme aurait des interventions qui durent 8 mois ou moins, l'équipe de soins serait rarement la même et les visites des prestataires de soins seraient peu fréquentes. En donnant des exemples de ce à quoi ressemble le système à rendement faible, moyen et élevé, on a pu créer un système d'évaluation. Pour vérifier l'outil, on a commencé à l'appliquer à des modèles existants de soins. Et comme Ali le soulignait, nous en sommes toujours au tout début et la recherche que nous avons faite ne reflète que les renseignements disponibles sur des sites publics. Alors, on a choisi la collaboration des soins ambulanciers, une liste qui nous a été offerte par la FCISS. Ici, vous avez des ambulanciers qui offrent des soins en collaboration avec d'autres professionnels de soins de santé en fin de vie. Alors, comme vous le voyez, selon notre grille d'évaluation, ce programme a un rendement surtout moyen. Alors, le facteur 1, intervention pérenne avec visite fréquente des mêmes prestataires, on lui a donné le facteur moyen, puisque cette intervention vise à fournir des soins aux patients qui ont besoin de soins palliatifs. Les prestataires de soins effectuent une visite initiale, puis des visites subséquentes aux besoins. Cependant, il n'y a pas d'information sur la stabilité de l'équipe de soins. On a donné la note élevée au facteur 5, le facteur 5 étant les protocoles et directives cliniques normalisées. Alors ici, on a un programme de formation pour les ambulanciers qui fournit de la formation sur la façon de traiter les patients qui reçoivent des soins palliatifs, ainsi que sur les transferts à l'hôpital aux besoins, ainsi qu'un registre des patients qui facilite la communication entre prestataires et la coordination des soins. Un autre programme qu'on a extrait de la liste est le projet collaboratif Inspired, un programme qui vise à aider les patients à mieux gérer leur MPOC grâce à des méthodes d'autogestion et de planification préalable des soins. Alors, dans ce cas-ci, beaucoup des catégories correspondent à une note moyen. Un domaine qu'il fallait améliorer, à notre avis, est l'accès à du soutien en tout temps. Étant donné que ce programme n'est ouvert que pendant la journée, on a donné une note faible pour ce facteur.
C'est donc un domaine à améliorer. Une force que nous avons identifiée est le facteur 7, parce que le programme a une équipe interdisciplinaire très intégrée. Alors, je cède de nouveau la parole à Ali, qui parlera des prochaines étapes. Merci, Madeleine. Alors, il s'agit d'une approche d'amélioration de la qualité qui vise à souligner les forces et les faiblesses et on voulait valider le cadre, à savoir s'il s'applique au modèle public. Alors, comme Madeleine le disait, on s'est surtout appuyé sur des données publiques. Les prochaines étapes viseront sans doute à avoir des conversations avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément disponibles donc dans les sites web publics. Alors, merci beaucoup de nous avoir invités. On est toujours disponible pour des conversations et vous pouvez nous tendre la main à tout moment. Nous serons heureuses de vous aider. Merci beaucoup. Denver, merci beaucoup. Vous avez l'information, les coordonnées d'Ali et Madeleine. Vous pouvez lire le rapport sur notre site web également. Et je soulignerai les exemples, soins palliatifs à domicile et Inspire. Ce sont des initiatives qu'on avait offertes à la FCISS et qui ont été déployées, mises à l'échelle dans certains cas. Donc, la FCISS s'investit beaucoup dans les soins de proximité. Nous avons un système qui se concentre beaucoup sur le milieu hospitalier. C'est pourquoi les gouvernements des provinces et des territoires se concentrent beaucoup sur l'amélioration des soins de santé mentale et soins de proximité. Et je dois dire qu'on peut beaucoup apprendre de ces projets sur le site web de la Fondation. Inspired est en place depuis très longtemps et a beaucoup de renseignements. Et pour ce qui est de l'accès 24 heures sur 24, à l'origine, à Halifax, l'autorité de santé avait une ligne téléphonique ouverte 24 heures sur 24. Et cette équipe a estimé qu'il était préférable de ne l'exploiter que pendant la journée. Par ailleurs, lorsque les patients qui faisaient partie de ce programme étaient admis à l'hôpital pour une raison ou une autre, pour une POC ou autre, l'équipe Inspired était prévenue. Donc, je sais que l'équipe Inspired de Halifax s'est aussi servi de l'outil SysNet qui nous a été présenté antérieurement, qui est utilisé à Edmonton également, un bon outil pour évaluer les besoins en soutien et donc comment offrir davantage de soutien, des soutiens plus enveloppants aux patients. Nous rendons les ressources associées à ces webinaires disponibles, donc effectivement, les diapositives seront mises à votre disposition. Alors, je ne crois pas que nous ayons des questions. Nous avons seulement des observations, entre autres de Jasmine Parma, qui dit que de son côté, on s'est intéressé dans la zone d'Edmonton aux services à domicile pour les personnes âgées. On espère que cette approche et ce cadre pourrait être utile dans d'autres domaines comme celui-là. Je cède à présent la parole à Meg Sabine qui nous parlera du défi, du mini-défi qui est maintenant disponible. Megan Sabine, alors nous allons passer quelques instants à parcourir l'opportunité de récompense mini-défi 1 qui est ouvert à toute équipe jusqu'à midi, heure de l'Est, ce vendredi 20 septembre. Donc nous allons le parcourir ensemble pendant un petit moment. Nous avons conçu ce prix pour offrir aux équipes la possibilité de définir un plan pour faire participer les principaux groupes de parties prenantes à l'obtention de résultats positifs par rapport aux indicateurs que vous avez choisis. Alors, concernant les détails de ce mini-défi, les équipes peuvent remplir et soumettre le modèle de stratégie de participation au service de l'amélioration de la qualité fourni par la FCISS au moyen du portail du défi. Les équipes inscrites au défi auront accès à cette possibilité de prix. Et d'ailleurs, je vous donnerai davantage de détails, si cela vous intéresse, dans un petit moment.
il est certainement pas trop tard parce que vous avez jusqu'à ce vendredi 20 septembre midi. Alors, le portail, c'est le même endroit que celui où vous avez rempli votre inscription au défi, ainsi que l'endroit où vous avez éventuellement soumis vos rapports mensuels et trimestriels sur vos indicateurs. Donc, le même portail. C'est là que vous trouverez les renseignements sur ce mini-défi numéro 1. Et bien sûr, il existe un incitatif financier. Les 5 meilleures équipes de chacune des catégories, donc santé mentale ou soins à domicile, recevront une récompense de 10 jusqu'à 10 000 $ qui peut s'appliquer à leurs travaux comme elles l'entendent. J'espère que ce soit pour la participation. Alors, au cours des prochaines diapositives, je vais vous présenter un aperçu de ce à quoi ressemble le modèle pour vous montrer ce que l'on cherche. Alors ici à l'écran, ce que vous voyez, ce sont les directives pour remplir le défi, dont les lignes directrices et les définitions, pour aider les équipes à remplir leur plan. Pour la partie 1, la création de la stratégie elle-même, voici les paramètres. Alors, c'est ce que vous remplirez pour identifier les groupes de parties prenantes qui sont essentiels à la réussite de votre initiative. Et vous identifierez également les obstacles à leur participation, les messages clés et les résultats escomptés. Le rôle que pourraient jouer ces parties prenantes et les éléments clés pour les mobiliser. La deuxième partie du modèle est davantage une question à développement, c'est-à-dire qu'on invite les équipes à réfléchir à la manière dont l'argent alloué à cette récompense serait utilisé pour renforcer la stratégie de mobilisation. Alors, les équipes voudront examiner en priorité les personnes qu'elles souhaiteraient mobiliser et les stratégies qu'elles emploieraient pour les mobiliser, ainsi que leur justification pour leur choix visant à faire progresser leur indicateur de résultat principal. Ici, à l'écran, vous avez essentiellement les conditions, ce qui oriente les paramètres de la récompense pécuniaire. C'est disponible sur notre site web. Cela accompagne le modèle et donc cela vous donne la grille qu'utiliseront les juges pour évaluer les soumissions et déterminer qui seront les gagnants. Nous vous recommandons de passer en revue ces critères dans leur ensemble à mesure que vous complétez le modèle. Alors, une fonction importante également, comme Jen Thornhill-Verma le disait, vous pouvez vous inscrire à tout moment jusqu'à octobre 2020. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, c'est qu'il n'est pas trop tard pour saisir cette occasion. L'inscription est simple, ça prend 10-15 minutes à remplir au moyen du lien que vous voyez à l'écran en bleu. Et non seulement aurez-vous accès à cette possibilité de récompense, mais d'autres possibilités de récompense au cours de l'année à venir. Alors, je pense qu'à présent, nous allons céder la parole à Jen Thornhill-Verma qui nous parlera ou qui présentera des équipes. Jen Thornhill-Verma. Merci. Comme disait Megan, vos inscriptions sont permises. Je vois qu'il y a une demi-douzaine de personnes qui sont nouvelles. Lindsay, qui est notre nouvelle responsable principale de l'amélioration, communiquera avec vous pour voir si ce programme vous intéresse. Et d'ailleurs, on accueillera de nouvelles équipes jusqu'en octobre 2020. On veut savoir quels sont vos projets d'amélioration pour les toxicomanies, dépendances, soins à domicile, communautaires et la santé mentale. Alors, il est important de faire participer ceux qui sont touchés par ces interventions. C'est important de faire participer ces personnes pour ne pas faire de choix erronés dans la conception des programmes. C'est pourquoi on se concentre beaucoup sur la participation. Et c'est ce sur quoi nous allons nous concentrer pour le reste de ce webinaire. Alors, nous allons entendre d'abord parler de Jackie. Jackie qui travaille dans le réseau de soins primaires de Calgary Foothills et qui nous parlera de ce qu'elle fait dans le contexte de la participation de son côté. Jackie Aufricht. Bonjour, ici Jackie Aufricht. Alors, je représente le réseau de soins primaires Calgary Foothills et je suis accompagnée de Yolanda qui a travaillé très fort avec moi à ce projet.
Alors aujourd'hui, je voulais un peu parler de notre stratégie de mobilisation pour un nouveau modèle qu'on appelle Case Collaborative. C'est un modèle qui nous permet de réunir des parties intéressées. AHS, services de santé mentale, soins primaires, organismes communautaires sans but lucratif, le patient et sa famille, mais même aussi des écoles. Et essentiellement, on se réunit 1 ou 2 fois par année pour débattre de cas complexes, de situations complexes, et nous obtenons les réflexions des parties prenantes présentes. C'est ce qui nous permet de créer un plan exhaustif, d'encourager la coordination entre les organismes déjà réunis, ou alors d'établir un lien vers d'autres services pour le patient. On a mis ce modèle à l'essai à Cochrane. Donc, on a mis le modèle à l'essai dans 2 populations. Pour Cochrane, c'est chez les jeunes, et à Calgary, chez les personnes âgées. Et jusqu'à présent, collectivement, nous avons revu plus de 60 cas, et nos résultats sont très positifs jusqu'à présent. On est vraiment très emballés par ce défi pour diverses raisons, parce que je pense que notre stratégie de mobilisation nous permet de concentrer nos efforts dans 2 domaines. D'abord, une bonne stratégie de communication, et ensuite, les questions touchant l'évaluation. Alors, pourquoi ce modèle fonctionne-t-il? Eh bien, parce que les parties prenantes sont réunies autour de la table, toutes celles qui participent aux soins et services. Alors, nous avons toujours eu un groupe clé tous les mois qui se réunissait, mais il y avait quand même des écarts du point de vue de la représentation de certaines parties prenantes. Alors aujourd'hui, je vais me concentrer sur les médecins de famille pour parler des éléments clés de notre plan. Pour le moment, seuls 11% des médecins de Cochrane ont accès à cette table Case Collaborative. Et pour nous, les médecins de famille sont une partie prenante importante parce qu'ils sont l'intervenant pivot pour le patient. Ils peuvent nous donner les antécédents médicaux ainsi que les questions familiales touchant le patient. Ils nous permettent aussi de mieux comprendre les objectifs de ce patient à long terme. Et c'est ce qui nous permet aussi de faire le pont vers les services spécialisés et à long terme. Ce qu'on reconnaît dans le cadre de ce projet collaboratif, c'est que les parties prenantes ne comprennent pas forcément le rôle complet du médecin de famille, ce qui peut être géré dans les services de proximité également. Alors, les médecins de famille, pour nous, sont une partie prenante essentielle qui offre beaucoup de services aux patients. Et ce qu'on reconnaît, c'est que les médecins de famille ne reconnaissent même pas toujours l'existence de la table du Case Collaborative. Par ailleurs, on ne sait pas s'ils comprennent vraiment la valeur de ce projet. C'est pourquoi je parle ici en guillemets d'un récit. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il faut pouvoir communiquer ce modèle par l'entremise de récits pour expliquer comment cela peut s'appliquer dans la pratique. Alors, plutôt que de tout simplement dire qu'il s'agit d'un partenariat intersectoriel, il s'agit plutôt de dire voici l'impact que ce projet a sur les patients, comment on peut établir des liens entre le patient et le prestataire le mieux à même de le servir. Alors, le message que l'on veut donner aux médecins de famille, c'est que c'est une possibilité d'établir des liens avec des prestataires qui ne relèvent pas de leur cabinet. Et on espère donc pouvoir créer une vidéo qui soit un témoignage de l'utilité du Case Collaborative. On a des patients qui pourront en parler, des partenaires dans d'autres secteurs aussi, afin de mieux comprendre comment ce modèle permet d'établir de meilleurs soins de proximité et des soins plus holistiques. La dernière chose dont je parlerai concerne un autre élément du plan de participation, concernant la collecte de données. Il s'agit d'utiliser divers outils d'évaluation. Alors, il faut veiller à toujours mesurer l'impact
et à revoir nos processus, mais il s'agit aussi d'évaluer les stratégies de mobilisation, c'est-à-dire relater notre récit par l'entremise de résultats et de données. Il est donc très important pour nous de pouvoir raconter un récit et on espère pouvoir se servir de plusieurs méthodes de témoignage pour renforcer l'utilité de ce case collaborative en ciblant les médecins de famille, mais aussi en mobilisant une vaste gamme de professionnels de la santé et de patients. Alors voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Jen Verma, merci beaucoup, Jackie. Et pour ceux d'entre vous qui venez de nous joindre, Jackie de Calgary Foothills a partagé les renseignements concernant sa stratégie de mobilisation des parties prenantes pour améliorer les soins communautaires et à domicile. Et je souhaitais d'ailleurs mettre en exergue certaines des choses que Jackie a dites. C'est pas suffisant de faire le travail. Il faut l'évaluer et en parler. Alors, c'est pourquoi elle a beaucoup insisté sur la communication. Est-ce qu'effectivement on a les résultats escomptés? Si ce n'est pas le cas, pourquoi? Et comment vraiment atteindre votre public? Il s'agit de le dire au moyen de récits. Vous savez, les données ne sont pas très parlantes. Il est important de présenter des tendances et des changements de pratique. Alors à présent, nous allons entendre Jackie Palmer, directrice médicale, Covenant Health Network of Excellence in Seniors Health and Wellness, Anita Murphy, directrice soins continus à domicile, région d'Edmonton, qui nous parleront de leur programme de mobilisation des parties prenantes. Jasneet, merci. Je représente, je travaille pour Covenant Health, mais je ne suis plus directrice médicale. C'était 6 années de ma vie que j'ai faites en détachement. Cela dit, je demeure responsable des soins continus à domicile et de transition dans la région d'Edmonton, de Service de santé Alberta. Alors, je m'intéresse quand même toujours beaucoup à la santé des personnes âgées. Alors, merci beaucoup. Voilà, nous y sommes. Je suis ici pour parler du programme pilote d'amélioration du soutien aux proches aidants et aux patients à domicile d'Edmonton. Il s'agissait d'un projet pilote qui sera maintenant déployé à l'échelle de la région. Alors, je suis accompagnée, comme on disait un peu plus tôt, de Anita Murphy. Alors, lors de notre premier exposé, nous avions certains défis attendus qui sont présentés ici, là où on prévoyait avoir besoin de plus de soutien. Et certaines des choses se sont présentées telles qu'on le pensait. Bon, évidemment, le perfectionnement, les compétences, surtout pour l'évaluation des besoins, à la fois des clients et de leurs proches aidants, et l'utilisation de l'outil CESNAD. Par ailleurs, le personnel avait besoin du soutien de l'organisme. Et le personnel cherchait justement à avoir le soutien de l'organisme pour permettre la mise à l'échelle du projet. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Eh bien, un plan de mobilisation des parties prenantes assez exhaustif. Alors, évidemment, on doit mobiliser le personnel de première ligne, dont les gestionnaires de projet, et on est prêt à le faire.
On a d'ailleurs beaucoup de soutien de la part de l'organisme du côté des soins à domicile, mais aussi de la part des gestionnaires de cas qui veulent eux aussi que les patients se retrouvent chez eux en toute sécurité. Alors, nous nous sommes concentrés sur le bien-être des proches aidants, et donc ce qu'on veut, c'est permettre aux patients de rester à domicile autant qu'il le peut. Alors, dans les soins de courte durée, on nous a dit que c'était la transition au moment du congé qui posait problème. Donc, il fallait davantage de renseignements, de formation du patient et de son proche aidant, mais il fallait aussi mobiliser la communauté. Non seulement voulait-on que les patients rentrent chez eux, on voulait quand même les aider une fois à domicile pour éviter une réadmission, les réadmissions évitables. Alors maintenant, on se concentre aussi sur l'utilisation de cette initiative pour aider deux gestionnaires de cas dans la communauté à mobiliser les médecins de famille de première ligne, de premier recours, afin de les intégrer aux soins à domicile pour nous aider à permettre à ces patients de rester chez eux le plus longtemps possible. Nous avons besoin du soutien organisationnel, donc nous allons maintenant nous concentrer sur les politiques et les dirigeants, non seulement du système de soins de santé, mais aussi des services sociaux et des organismes partenaires comme AHS, Covenant Health et d'autres ministères comme ceux responsables des personnes âgées et du logement. À la prochaine diapositive, vous allez voir que nous avons du travail concernant la formation sur l'outil SysNat et qu'on se sert d'autres ressources également pour faire intervenir la recherche et le travail universitaire dans ce travail afin de continuer d'évaluer nos résultats. La communication a été soulevée. Nous travaillons à divers aspects à la communication afin de faire la promotion de notre travail et de créer un récit appuyé sur des exemples concrets. Alors, la stratégie est très méticuleuse. Nous avons cerné le besoin de former le personnel par rapport à un domaine très clé. Une percée pour ce travail, en fait. Il s'agit d'une évaluation des besoins axée sur le patient et le proche aidant. La formation que nous donnions au personnel et la formation qu'ils suivaient eux-mêmes à temps perdu n'était pas suffisante. C'est pourquoi nous avons demandé aux auteurs de CESNAT de venir en Alberta. Nous avons aussi demandé à l'auteur de SNAP, qui est l'outil d'évaluation des besoins du patient fait et axé par le patient et le proche aidant, de venir également à Edmonton. Ah, donc, nous avons organisé deux ateliers, un à Edmonton, un à Calgary. Nous avons essentiellement formé les formateurs. Nous avons formé 60 personnes. Qu'avons-nous fait? Eh bien, nous n'avons pas limité la représentation aux soins à domicile. Nous avons demandé à des intervenants d'autres organismes de participer. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de faire comprendre aux autres l'utilité de ces outils. Il faut avoir un langage commun, des outils communs. Et donc, nous avons réussi à obtenir des gens, des champions maintenant, des directeurs, gestionnaires de programmes, responsables de politique, des soins de courte durée, des milieux de vie assistés, des soins primaires, des organismes communautaires, des soins de longue durée, etc. Alors, deux unités sont contenues dans cette formation. La première unité vise à mieux comprendre l'approche CESNAT
J'ai fait la formation moi-même et je dois vous dire que ça fait toute une différence que d'apprendre de ceux qui ont créé l'outil. Si on essaie de se servir de l'approche sans bien la comprendre, cela peut donner des résultats moins désirables. Et on s'est servi d'une deuxième unité qui était davantage au niveau organisationnel, moins individuel, afin de pérenniser nos efforts. Donc, pour obtenir le soutien organisationnel dont on avait besoin pour pérenniser le projet. Dans le cadre de ce processus, nous avons pu présenter le modèle aux responsables des politiques et on a remis l'outil dans les mains des clients. C'était très utile aussi de faire une réunion, une assemblée populaire avec des proches aidants qui ont pu avoir une conversation avec les prestataires concernés également. Alors voici ce que nous prévoyons faire pour avoir ce prix dont vous parliez. Alors, on se sert de l'approche ADCAR, sensibilisation, désir, connaissance, capacité, renforcement. Alors, on a organisé cet atelier à Calgary et Edmonton, comme je le disais, mais on a des représentants de partout en Alberta qui y ont assisté. Et tandis qu'on se parle, il y a des entretiens en cours avec le personnel de première ligne. Alors, nous organisons des groupes de discussion avec les personnes qui ont participé à ce projet pilote pour apprendre quelles sont les forces et les faiblesses du programme, ainsi que les défis que l'approche CESNAT présente. Et pour l'avenir, nous aimerions non seulement renseigner les gens qui ont fait partie du projet pilote, avec ce qu'on a appris concernant le CESNAT et l'utilisation des formateurs, mais on espère faire les choses convenablement d'entrée de jeu partout dans le réseau à Edmonton. Donc, on est ouvert à la création de liens avec d'autres réseaux s'ils souhaitaient participer à la sensibilisation et à la formation. On a un encadrement prévu avec l'équipe de l'outil CESNAT. Alors, les chercheurs nous seront disponibles en octobre, janvier et juillet pour soutenir les formateurs, nous soutenir avec la mise en œuvre et ensuite, on envisage d'organiser simultanément des réunions d'équipe et de soutien à la direction, car nous voulons avoir une approche axée sur l'ensemble de l'organisme. Alors, je me suis concentrée davantage sur les aspects CESNAT et de mobilisation des parties prenantes dans le contexte de CESNAT. Cela dit, avec l'envoi de notre proposition, vous comprendrez que nous allons faire davantage. Même les chercheurs qui nous ont formés sur le CESNAT ont insisté sur le fait qu'il faut aussi reconnaître les proches aidants, communiquer avec les proches aidants en temps voulu, agir en partenariat avec eux. Et il faut aussi avoir des ressources dans le système qui soient axées sur les proches aidants. Nous avons un cadre de compétences qui réagit à ces besoins selon 4 domaines. Alors, je pense qu'on s'est bien préparé à la réussite et à présent, il s'agit tout simplement de persévérer. Jennifer Mathornhill. Merci beaucoup. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si on n'a pas le temps d'y répondre, nous le ferons par la suite. Alors, je rappelle que l'outil dont il était question est un outil d'évaluation des besoins axé sur le proche aidant qui a été développé à Cambridge. Et sur ce, nous allons céder la parole à Carole Fancott, qui nous parlera du rapprochement entre ce que vous venez d'apprendre et les environnements propices à la participation. Carole. Carole Fancott, bonjour. Merci de m'avoir invité à ce webinaire. C'est fascinant d'entendre le travail qui se fait
dans le cadre de ce défi, Innovation Santé, Priorité Santé, et aussi pour les projets de planification, de planification de la mobilisation des parties prenantes. Alors, j'aimerais passer quelques instants à parler d'environnement propice à la participation. Un travail que l'on fait à la FCASS depuis une décennie pour aider les établissements et les systèmes de santé de partout au Canada à réfléchir aux moyens par lesquels ils mobilisent les patients et leurs familles afin de concrétiser ces améliorations dans les soins, les processus de soins et les systèmes de soins. Lorsque je pense à ce défi, j'aimerais que vous réfléchissiez non seulement au rôle, mais est-ce que vous faites à un groupe, est-ce que vous faites pour un groupe ou est-ce que vous faites avec un groupe? Pensez aux personnes qui ont une expérience vécue. Qu'est-ce que ça signifie de faire avec ces personnes? Alors, à la Fondation, la participation du patient existe depuis un moment. Voici comment on réfléchit à la mobilisation. Et je vous invite à lire cette définition, mais à vous rappeler que la participation se fait par divers moyens, c'est-à-dire de aller à la rencontre des patients. Mais on reconnaît aussi l'expertise de l'expérience, l'expertise acquise par l'expérience que nous n'avons pas, nous, comme dirigeants ou prestataires, et qu'il est important pour nous de comprendre le problème, les soins, sous divers angles. Et ce n'est que lorsqu'on a une table complète de parties prenantes que l'on peut comprendre l'expertise de chacun. Mais surtout, l'angle particulier des patients et des proches aidants. À la Fondation, nous reconnaissons qu'il y a un vaste continuum de stratégies de mobilisation dont on peut se servir, mais dans le travail que nous faisons, eh bien, nous voyons les choses davantage sous l'angle de la collaboration et du partenariat. Vous connaissez peut-être ce modèle de Carmen et collègues. Pour ceux d'entre nous qui travaillons dans le domaine de la mobilisation, il s'agit de clairement expliquer, lorsqu'on parle de participation du patient et d'amélioration du système de santé ou d'initiative d'amélioration de la qualité, on se trouve dans la zone en rouge. On le voit davantage au niveau du programme ou de l'organisation. Évidemment, il se fait une participation au niveau direct de soins, et ça, c'est ce qui se produit entre le prestataire et le patient ou sa famille. Surtout lorsqu'il est question de certains aspects des soins et de la prise de décision. Alors, le travail qu'on a fait à la Fondation et qu'on continue de soutenir parmi nos travaux auprès des organisations se retrouve dans la conception et la gouvernance de l'organisation. Alors, à présent, si on pense à ce continuum, à la Fondation, nous le voyons comme une mosaïque de méthodes de participation. Mais il n'y a pas un seul moyen de mobiliser qui soit meilleur que les autres. Ça dépend vraiment de l'objectif. Alors, je vous invite à penser à votre objectif, l'objectif que vous avez expliqué. Vous avez tous dû demander à un patient partenaire, un patient ressource de participer à votre projet. Alors, j'aimerais que vous pensiez au rôle de ce patient ressource. Mais gardez aussi à l'esprit qu'il ne s'agit que d'une méthode. Quels sont les autres moyens par lesquels vous pourriez inviter le point de vue des patients et de leur famille? Les gens de l'Alberta reconnaîtront peut-être ce diagramme de AHS. Or, il y a beaucoup de stratégies qui sont utilisées et un grand nombre visent à reconnaître l'expérience du patient et de sa famille. À quoi est-ce que cela ressemble? Et il s'agit d'avoir des méthodes actives
active de participation du patient et de sa famille, c'est-à-dire que ceci doit faire partie de vos tables décisionnelles. À la Fondation, nous avons appris beaucoup des équipes que nous avons soutenues dans le cadre de plusieurs projets collaboratifs, et nous avons fait aussi du travail visant à élaborer des études de cas afin de mieux comprendre ce qu'était une participation significative. Il y a 3 piliers importants qu'avaient en commun ces organismes, c'est-à-dire que les 3 éléments, comme un tabouret à 3 pieds, devaient être en place. Sinon, le système s'écroulait. Alors, ces piliers permettent de comprendre comment on s'est préparé, comment on a recruté un patient partenaire, mais de manière plus importante, comment on a pu mobiliser le personnel et préparer le personnel à cette possibilité de participation. Et que font les dirigeants pour soutenir la mobilisation et assurer son insertion dans l'orientation stratégique? Alors, il y a plusieurs éléments associés au recrutement. Il y a l'orientation des patients partenaires. Et pour ceux d'entre vous qui avaient des patients partenaires avec vous, vous avez peut-être réfléchi à ce que vous avez fait pour préparer ce patient partenaire, pour leur expliquer ce à quoi ressemblait leur rôle. Alors, nous avons des fiches conseils qui cumulent notre expérience des dernières années en matière de participation du patient. Et d'ailleurs, le travail qu'on a fait auprès des équipes s'est beaucoup concentré sur la préparation du personnel et des prestataires, c'est-à-dire se préparer à la participation du patient au niveau du programme ou du système. Et ce travail se trouve dans ces fiches conseils que nous avons mises au point, qui sont le résultat de ce travail que nous avons fait auprès des dirigeants, des patients, de leurs familles et des prestataires. Et enfin, les dirigeants qui peuvent joindre l'acte à la parole. Il s'agit ici d'écouter activement, d'accueillir d'autres points de vue, de ne pas être sur la défensive lorsqu'on reçoit de la rétroaction et réfléchir à partager le leadership et la prise de décision sur le plan de l'évolution des initiatives. Alors, grosso modo, voilà une partie du travail que nous avons fait en matière de participation du patient. Et pour vous aider à réfléchir à ce que vous faites dans le cadre de vos équipes, tandis que vous pensez à mobiliser vos parties prenantes pour créer un environnement propice à la participation. Nous avons beaucoup de ressources disponibles en ligne. Nous avons une plateforme de ressources de participation du patient qui ont plus de 300 outils qui sont disponibles gratuitement, qui sont des guides étape par étape qui vous permettront de cheminer le long de la participation du patient. Beaucoup de publications également, de toutes récentes, qui ont été publiées par Longwoods et disponibles ouvertement par l'entremise de notre site web, et également des introductions, des amorces à l'amélioration de la qualité. Je cède à nouveau la parole à Jen. Jen Thornhill-Verma. Merci, Carole. Voilà un excellent résumé. Nous allons, je le rappelle, vous distribuer ces diapositives. Vous pourrez vous en servir avant de remplir votre demande pour ce mini-défi. Et ce sont également d'excellents renseignements dont vous pouvez vous servir pour mobiliser les patients dans le cadre de votre travail. Carole nous a dit une chose importante. Est-ce que vous travaillez pour vos patients et avec eux? Il est important de vous rappeler de ces questions. Alors, je constate que le temps est écoulé. Nous avons beaucoup d'idées lors de ces appels à communiquer. Je remercie tout le monde qui s'est joint à nous. Ali, Madeleine, Carole, Jasnit, Anita et Jackie, merci d'avoir éclairé le travail que vous faites. Merci à notre équipe qui a travaillé en coulisses ici à la FCISS. Merci beaucoup. Merci de faire de ce webinaire une réussite. Et bien sûr, vous tous, la boîte de dialogue est très active. Nous avons entendu parler d'un grand nombre d'entre vous, dont de nouvelles personnes. Lindsay, qui communique déjà avec certains d'entre vous par l'entremise de la boîte de dialogue et qui fera un suivi par la suite. Alors, n'hésitez pas, remplissez
Ce sondage, nous voulons savoir ce que vous avez apprécié, si vous voulez entendre davantage de choses dans les webinaires à venir. Et maintenant, le temps est écoulé. Nous allons donc mettre fin à ce deuxième webinaire pour le défi Priorité Santé. Au revoir et à très bientôt. Bonne chance avec ce nouveau mini-défi. La téléphoniste, votre appel est maintenant terminé. Vous pouvez à présent raccrocher.